Bonjour, je m'appelle Raphaël Thébault, je suis développeur. Enfin bon, à vrai dire, je suis développeur, ça fait à peu près 10 ans que j'ai pris un virage un peu différent parce que je fais du pilotage maintenant. Donc j'ai fait de la gestion de projet, j'ai eu le privilège d'encadrer une équipe qui fait du développement mobile. Aujourd'hui, je suis directeur technique chez Concerto. Ce qui fait que mon boulot maintenant, ça consiste plutôt à m'entourer de gens qui font du développement et qui sont bien meilleurs que moi que d'en faire moi-même. J'ai plus l'occasion d'écrire une ligne de code, j'ai déjà de la chance quand j'arrive à en voir de temps en temps. Mais quand même, je me sens développeur. Et je ne peux pas m'empêcher de développer quand j'ai l'occasion, mais du coup, dans un contexte qui n'est pas tellement le contexte pro, plutôt pour m'amuser. D'où l'idée de ce sujet aujourd'hui. En fait, voilà ce qu'on va faire. Je vais commencer par présenter en 5 minutes un petit peu ce qu'on va faire. Ça va être une session de live coding. Donc j'espère que ça va être suffisamment vivant. C'est la première fois que je fais un live coding. En plus, je me le tente devant un parterre de développeurs. Bon, voilà, soyez indulgents. Faites-moi signe si j'oublie un point virgule et que je galère, quoi. Enfin, ouais, c'est le genre de truc comme ça. Ouais, faut bien rigoler, ouais, c'est ça. Ça va être la récré. C'est-à-dire que moi, ce que je vous propose, c'est de développer, on va y avoir à peu près une demi-heure de live coding, développer un shoot 'em up à l'ancienne, façon rétro gaming, voilà, en 2D dans le navigateur. Ça va être du quick and dirty. Comme je vous disais, mon métier, c'est plus tellement de développer. Et puis, le but, c'est si on va avoir le temps de faire quelque chose rapidement. J'ai plus forcément les réflexes que vous avez tous. Donc, vous inquiétez pas, il y aura de la variable globale, il y aura un seul fichier. On va mettre tout ça là-dedans, il y aura du copier-coller. Mais allez-y. Du coup, il y a 2 places devant. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise derrière, debout, profitez-en. Et pour faire ça, je vais m'appuyer sur un framework spécialisé dans le développement de jeux qui s'appelle Phaser, qui est lui-même basé sur un autre framework qui s'appelle Pixie.js, qui est une librairie qui permet de travailler sur le canvas HTML. Il n'y a pas besoin d'avoir de grosses connaissances en JS ou même en HTML pour avancer, vous allez voir, parce que le framework prend tout en charge. Et donc à partir du moment où on est développeur et puis qu'on sait lire un petit peu de code, ça se fait tout seul. Avant, on va parler, je vais caser 2-3 mots de vocabulaire pour être sûr que tout le monde ait les bases. Alors, on va faire du développement 2D là. Je vais complètement occulter la partie 3D. Il y a eu une très bonne conf hier sur Babylon.js, il y a d'autres frameworks tels que Tri.js, etc., qui permettent de faire des choses en WebGL qui sont très avancées. Là, on va être sur les fondamentaux. L'avantage de ça, c'est que c'est compatible avec tous les navigateurs, y compris sur les mobiles, etc. C'est pas seulement uniquement Chrome. Du coup, ça permet de faire des choses à grande échelle. Un ou deux mots, un sprite, qu'est-ce que c'est dans le vocabulaire du jeu 2D? C'est un élément graphique qui va se déplacer à l'écran. Une sprite sheet, c'est une planche avec plusieurs sprites. C'est assez simple. Donc ça, c'est une sprite sheet de Mario. L'avantage de ça, c'est qu'on va avoir tous les mouvements vont être décomposés à la manière, c'est ce qui se fait dans un GIF animé, donc toutes les frames vont être là, et puis on va les piocher dedans, puis on va les enchaîner pour donner des effets d'animation. Le scrolling, et même le parallaxe scrolling, le scrolling, c'est ce qu'est le défilement à l'écran, ce qu'on voit derrière, et l'effet de parallaxe, normalement maintenant tout le monde connaît à peu près ça, c'est le fait qu'il y ait différents plans qui se déplacent à des vitesses différentes et qui donnent des effets de profondeur, des effets de scrolling plus naturels. Maintenant qu'on a ça, on a les bases et puis on y va. Donc maintenant, c'est sans filet. Alors en plus que du live coding, on va faire du live copier-coller parce que sinon, je n'avais pas le temps de tout faire. Donc j'ai préparé mes trucs. Le but à atteindre, ce que je vous propose, c'est qu'en une demi-heure, on développe un petit shoot 'em up comme ça, dans le navigateur avec tous les effets d'animation, etc. Un petit comptage de score basique. Par contre, je ne me suis pas lancé dans tout ce qui était l'enrobage, le menu, etc., etc. Donc on est juste sur le cœur du jeu parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Donc voilà le but final. Donc vous voyez qu'il y a différentes choses. Déjà, on peut tout de suite voir, il y a du scrolling, effectivement. J'ai mon défilement derrière, j'ai du parallaxe parce que j'ai mes nuages qui ne se déplacent pas à la même vitesse. J'ai différents sprites qui se déplacent, mon vaisseau, les ennemis, les balles que je tire. Il y a des explosions qui se lancent, il y a des animations, etc., etc. C'est parti. Pour commencer, j'ai besoin d'un fichier HTML puisqu'on va travailler dans le navigateur. J'importe la librairie Phaser. Et je vais travailler, comme je vous disais, dans un seul fichier JavaScript. Donc, on va démarrer avec un fichier vide qu'on va remplir au fur et à mesure. Voilà la base pour démarrer. Ça, c'est quand on utilise Phaser dans sa version vraiment un peu, on va dire, simplifiée de base. Il propose ça, on initialise un jeu. Tout de suite, on va voir que je l'ai mis sur
une résolution que j'ai fixée, 256 pixels par 192. Pourquoi je fais ça? Pour me faciliter la vie. En réalité, si on veut pouvoir aller sur tous les écrans, tous les devices, il va falloir plutôt être capable de détecter la résolution pour adapter des sprites avec la meilleure résolution pour chaque device. Donc on va peut-être pouvoir faire des catégories, haute définition, basse définition, etc. Là, pour me faciliter la vie, je mets une résolution fixe, comme ça je vais raisonner en pixels fixes. Ça va m'éviter d'avoir à faire des calculs et ce sera beaucoup plus lisible. Et Phaser propose 3 fonctions de base. Une de préchargement pour précharger toutes les ressources, les fameux sprites, les sons, etc. Une fonction create dans laquelle on va mettre, on va préparer les éléments sur l'écran. Une fonction update qui tourne en boucle, qui se base sur request animation frame qui est prévu dans HTML5 sur le canvas. C'est en gros une boucle qui tourne à chaque fois que le canvas se rafraîchit ou est prêt à se rafraîchir, en fait. Ça, c'est important de comprendre comment ça marche parce que on ne sait pas quand ça passe. On ne connaît pas a priori le framerate de la plateforme sur laquelle ça s'exécute. Donc peut-être que je vais avoir 5 frames par seconde, peut-être que je vais avoir 100. Ça dépend de la machine, ça dépend du navigateur, ça dépend de plein de choses. Donc là, on a déjà pas mal d'inconnus. C'est-à-dire que si je travaille avec un framerate qui est inconnu au départ et avec une résolution qui est inconnue au départ, il y a pas mal de casse-têtes à résoudre pour avoir un jeu qui s'exécute de la même façon, à la même vitesse, avec la même jouabilité sur toutes les plateformes. Mais là, Phaser va prendre ça en charge. La première étape, ça va être d'initialiser tout ça. Donc là, on a les premières lignes de base, hein, et je vais aller lui dire quelque chose, et je vais lui dire « mets-toi à l'échelle ». Alors, déjà, en fait, j'aurais pu tout de suite commencer par montrer ce que ça donne. Donc un 256 pixels par 192, je crois que j'ai mis. C'est tout petit, j'ai une résolution bien supérieure à ça. Là, je vais rajouter quelques lignes de code qui vont lui dire « si tu peux, tu t'étires jusqu'à du 800-600 déjà ». J'aurais pu aller jusqu'à utiliser le window.document.innerWidth et inner8. On va le monter déjà comme ça. Ça me permet, moi, derrière, de mettre mon debugger. Voilà, déjà, ça s'est agrandi. Ça, c'est facile. Ensuite, on va commencer à poser notre premier sprite. Et je vous propose de commencer à mettre le background. Alors, le background, j'ai ici un dossier assets dans lequel j'ai toutes mes images, des images que j'ai récupérées, je mettrai les ressources tout à l'heure sur, voilà, c'est des images qui sont en Creative Commons sur le web que j'ai récupérées différemment. Et voilà l'image que je vais mettre en fond, c'est une bande continue qui va pouvoir s'enchaîner. Donc après on verra comment l'animer pour donner l'impression que c'est un scrolling infini. Donc on va voir qu'une portion de ce sprite finalement à l'écran, mon écran il va peut-être faire une zone comme ça. Hop, alors pour ça, la première chose à faire, c'est de charger la ressource, l'image, donc dans la fonction preload qui sert à ça, à charger toutes les ressources. Et ensuite, dans la fonction create, je vais l'afficher à l'écran. Avec une ligne de code qui est celle-là, qu'on va retrouver que vous allez voir beaucoup de fois aujourd'hui, qui permet simplement de poser un sprite à l'écran. Ici, vous verrez que je l'ai mis avec une position sur l'axe Y, donc X, Y, négative, parce que derrière, c'est ça que je vais faire déplacer, en fait, que je vais faire scroller. Et voilà. On va faire la même chose. Maintenant, on va l'animer. C'est pas ça, non. On va commencer par ajouter le vaisseau, exactement de la même manière. La différence, c'est que vous allez voir, au lieu de faire un load d'une image, qui est une image fixe, là, je vais charger une sprite sheet pour le vaisseau. Pourquoi, souvenez-vous, mon vaisseau, déjà, quand il est à l'état normal, il y a le réacteur qui bouge un petit peu. Et puis quand je le déplace à gauche et à droite, il donne l'impression de se pencher. Donc j'ai différentes frames pour faire ça. Si on va regarder un petit peu sur mes spreadsheets, mon vaisseau, il est là. Hop, si on zoome, vous voyez, donc quand il est dans sa position normale, on va alterner entre ces deux frames-là. Et puis après, il y a des frames penchés d'un côté et de l'autre côté. Donc je ne charge pas une simple image. Donc je charge l'image, je lui dis que dedans c'est des portions de 16 pixels par 24 pixels et qu'il y a 10 frames au total dans mon fichier. Et ensuite, de la même manière, je vais aller le poser. Pop, hop. Je vais aller le poser à l'écran dans la fonction create. Sauf que je vais lui dire d'aller poser la frame numéro 2 qui correspond au vaisseau central. Et là, ça marche. Je vais déclarer ma variable, ce sera un petit peu moins... Voilà, une variable globale. C'est toujours mieux. Hein, même si c'est inutile, ça se fait tout seul. Ensuite, on va animer le réacteur. Et donc là, l'idée, c'est de jouer en boucle, alterner les différentes frames
qui sont prévus. Donc juste après avoir posé mon vaisseau, je vais déclarer une animation. Je vais dire tu vas alterner entre la frame 2 et la frame 7. Et puis je la joue. Elle va se jouer en boucle à 8 images par seconde. Hop, et voilà. Donc du coup maintenant j'ai mon réacteur qui bouge. 8 images par seconde, c'est ce que je trouvais qu'il y avait un mouvement assez naturel pour faire du rétro gaming, je trouvais que ça passait pas mal. Si je mets trop rapide, on va à peine voir l'animation, on va avoir un truc qui clignote, ça va être un petit peu moche. Maintenant qu'on a animé le réacteur, on va le faire bouger. Alors, la première chose qui viendrait, donc il faut commencer par déclarer les touches, enfin lui dire qu'on va être à l'écoute des touches de clavier. Ça se passe dans Create. À la fin de la fonction Create, on va lui dire, bon bah écoute les touches du curseur. Là, il y a une fonction qui est déjà faite pour écouter les 4 flèches directionnelles. Et puis, je vais mettre une autre fonction pour écouter la touche espace tout de suite, ce qui me servira à activer mon tir. La chose qui viendrait naturellement, c'est de faire ça. Pour faire le déplacement latéral. C'est-à-dire, en gros, dans la fonction update, lui dire... Hop, hop, c'est pas ce que je voulais faire, moi. Dans un premier temps. Je voulais plutôt vous le montrer comme ça. Le réflexe, c'est-à-dire si j'appuie sur la touche gauche, je vais changer la coordonnée, enfin la valeur de x en négatif ou en positif. Ça, c'est le premier réflexe. Ça marche. Sauf que comme on peut être dans une situation où on ne maîtrise pas la résolution, on ne maîtrise pas le framerate, on ne sait pas à quelle vitesse ça va se déplacer. C'est-à-dire que d'une plateforme à l'autre, ça ne va pas se déplacer à la même vitesse. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'ajuste, éventuellement que je sois capable de calculer mon framerate et ensuite d'ajuster cette valeur-là. Je vais peut-être pas me déplacer d'un pixel à chaque fois, mais je vais peut-être me déplacer de plusieurs pixels. Ça va poser des problèmes aussi parce que là, par exemple, voilà, je peux sortir des bords. Pour éviter de sortir des bords, ça va quand je me déplace pixel par pixel, mais si je me déplace 10 pixels par 10 pixels à chaque tour de boucle, quand est-ce que je juge que je suis vraiment au bord? Donc on va tout de suite être dans des calculs qui vont être un petit peu plus prises de tête, qui vont gâcher le plaisir. Mais heureusement, Phaser est là pour nous aider. Et une manière bien plus simple, facile de faire, bien plus simple, c'est de laisser le framework travailler et de jouer avec une notion de vitesse. C'est-à-dire que le vaisseau, on va le soumettre aux lois de la physique et on va lui impulser une vitesse. Une vitesse de 10 pixels par seconde. Souvenez-vous, au tout départ, je vous ai dit, je me suis positionné en pixel fixe, ça va me faciliter la vie. Maintenant, comme j'ai un nombre de pixels qui est fixe, je l'ai simplement étiré, mais le nombre de pixels sur lequel je travaille est fixe, quelle que soit la plateforme, si je lui donne une vitesse en pixels par seconde, je suis tranquille, je vais avoir le même déplacement partout, ça va être uniforme. Simplement, j'ai oublié une petite chose là, c'est que mon vaisseau, il va falloir que je lui dise qu'il est géré par le moteur physique du framework. Donc juste après avoir créé le vaisseau, on va lui dire tu actives la physique sur le vaisseau. Et puis j'ai une petite fonction pour lui dire ne sors pas des bords de l'écran. Enfin, j'ai une petite variable pour lui dire ça. Et maintenant, j'ai mon vaisseau qui se déplace tout le temps à la même vitesse et qui sort plus de l'écran, et c'est propre. Et puis si je trouve qu'il ne va pas assez vite, je peux aller accélérer sa vitesse comme ça, simplement. Et là, il va se déplacer beaucoup plus vite. Donc on va ajuster facilement les paramètres. Maintenant qu'on a posé ça, on va rajouter les animations. C'est dommage, en fait, on n'a pas le vaisseau qui se penche encore là quand il se déplace. On a encore un vaisseau tout plat. Là, il n'y a rien de nouveau. On va simplement déclarer 2 animations différentes. Donc c'est encore des alternances de frames qui ne sont pas les mêmes. Hop. Donc là où j'ai déclaré ma première animation pour mon réacteur, je vais déclarer 2 autres animations, une à gauche, une à droite. Ce n'est pas les mêmes frames. Et simplement, quand je vais aller me déplacer à gauche, à droite, je vais jouer d'autres animations. Hop là. Voilà, je vais copier-coller comme un cochon. Quand je vais à gauche, je lance l'anime à gauche. Quand je vais à droite, je lance l'anime à droite. Et puis sinon, ça va, ça vous perturbe pas trop, que j'entende pas bien et tout. On s'y fait. Il y en a, je sais que ça choque des fois. Et maintenant, j'ai mon vaisseau qui se penche. Donc ça n'était pas très compliqué de rajouter des mouvements assez naturels finalement. J'ai juste extrait des images de la sprite sheet et puis ça se fait tout seul. Pas de difficulté particulière. Ah, je suis parti dans le mauvais sens. Toujours pour rajouter quelque chose de naturel, on va rajouter les nuages, vous savez, dans mon fameux scroll de parallaxe. Là. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas animé mon fond d'écran. J'ai oublié des choses.
Donc pour mes nuages, on va charger une image de nuage et on va l'ajouter. Pardon, je suis un peu perdu. Ici. Vous voyez que j'ai rajouté quelque chose par rapport tout à l'heure à quand j'ai rajouté mon fond d'écran. C'est que je lui ai mis une animation twin ici. Ça, c'est quelque chose que propose Phaser. C'est l'idée de mettre sur un sprite une animation qui va jouer en boucle. C'est un petit peu le principe des animations et des transitions CSS. On va pouvoir dire, tiens, tu joues sur tel paramètre et c'est une animation. Ici, je vais lui dire que je vais jouer sur sa position, sa coordonnée Y. Il va passer de moins 200 à 200 en 5 secondes. Et puis, c'est une animation linéaire. C'est pour ça que je dis que ça ressemble à ce qu'on fait en CSS, c'est qu'on peut avoir des effets de ease, des choses comme ça. Donc, on va pouvoir créer très facilement des effets de rebond avec une moindre difficulté. Donc là, du coup, je devrais avoir mes nuages qui passent. Ce qui est con, c'est que j'ai oublié d'animer mon background. Je vais me rattraper. J'ai simplement oublié la portion de code, donc je vais la récupérer là. Mon background, il est là. Je fais un copier-coller de celui-là parce que je me suis un peu pris la tête pour trouver exactement à quelle valeur exactement il fallait se déplacer pour avoir un effet de scroll qui soit continu et on ne sente pas de saccade au moment du scrolling. Voilà, donc maintenant j'ai un vaisseau qui avance en plus. Donc là, juste en 2 lignes, finalement, on a le scroll du background et le scroll du nuage. Et on a l'impression d'avoir quelque chose de vivant. Avec, voilà. Pour l'instant, pas trop de difficultés, je pense. Maintenant, on va ajouter les méchants. Donc les méchants, la principale différence par rapport à mon petit bonhomme, c'est que je vais en avoir plusieurs à l'écran. Et là, je vais utiliser une notion de groupe. Le groupe, ça va être un groupe de sprites qui vont partager des propriétés communes. Parce qu'une fois que mon jeu va être démarré, que je cogne un méchant ou un autre sprite, il va se passer la même chose. Si je tire sur un méchant ou un autre méchant, il va se passer exactement la même chose. Et donc le groupe va me permettre de faire ça, de tout gérer de la même manière. J'aurais juste à gérer, au lieu de gérer la collision, par exemple, entre mon vaisseau et le vaisseau du méchant, et de le faire pour chaque méchant dans une boucle, je vais juste lui dire, gère-moi la collision entre mon vaisseau et le groupe. Et puis, le framework va gérer ça. Toujours pareil, j'ai une sprite sheet. Je vais vous la montrer quand même. Elle est là, c'est enemy big. Elle est toute simple, celle-ci, j'en ai que 2. J'ai pas les mouvements latéraux, ça ne va pas se compliquer la vie. Et pour créer les méchants, je vais mettre ça dans Create. Hop là. On va les mettre par ici. Je vais créer 5 méchants dans un groupe, soumis aux lois de la physique. Puis je vais faire la création de méchants que je vais sortir dans une fonction. Attention, je suis en des trucs dans des fonctions. Voilà, une fonction de création de méchants où il n'y aura rien de nouveau par rapport à ce que vous avez vu jusqu'à présent. Enfin, pas grand-chose. On va commenter ça quand même. Il y a 2-3 éléments. Donc je crée un méchant dans le groupe des méchants. Et je vais le mettre tout en haut, coordonnée Y0. Et puis sa position latérale, elle va être aléatoire. Et là, c'est pas mal, c'est que le framework m'offre aussi un certain nombre de fonctions pour me faciliter la vie sur l'aléatoire. Un petit peu plus avancé que ce qui est en JavaScript de base, et puis surtout un petit peu plus lisible. Donc là, pour avoir générer un entier entre 0 et 200, c'est un petit peu plus simple. Mes méchants, je vais dire qu'ils sont bloqués au bord de l'écran. Je vais les faire rebondir sur les bords de l'écran, sans perte de vitesse ni accélération. C'est des objets soumis à la loi de la physique, c'est-à-dire que ça va être les mêmes fonctions que je vais utiliser si je veux faire par exemple, moi je sais pas, Mario qui saute et qui rebondit. Ça va être exactement la même chose. Sauf que si on est dans le monde réel, en fait, à chaque fois qu'on rebondit, on va perdre de la vitesse. Là, moi, je veux juste qu'ils rebondissent sur les bords pour donner l'impression un petit peu d'une intelligence artificielle. Enfin, ça va donner un petit peu cette impression-là si je leur fais faire des choses un peu différentes. Donc, je rajoute l'animation et je la joue sur le réacteur du méchant. Et puis, je l'initialise avec une vitesse sur les 2 axes. Donc, je lui donne une velocity aléatoire, ce qui va le faire partir qui va les faire tous partir dans des directions différentes et aléatoires. Ça va, c'est à peu près clair? Et voilà, du coup, j'ai eu 5 méchants qui sont générés, qui partent avec des vitesses et dans des trajectoires aléatoires. Mais pour l'instant, il n'y a aucune collision de gérer, on est juste sur des sprites qui se déplacent tous à l'écran en même temps. Mais on commence à voir le geste dessiné. Donc la prochaine étape, forcément, c'est les collisions. On va commencer par la collision entre le vaisseau et le méchant.
pour ça, en fait, dans la boucle update, on va juste lui déclarer, lui dire si mon vaisseau se cogne avec un méchant, tu me lances une callback qui est perdue. Ça va aller, donc je prends non, les collisions, elles sont là. Ma fonction perdue, on va faire assez simple. Je vais détruire le sprite vaisseau, je vais détruire le sprite méchant, et puis je vais juste faire une alerte, et puis on fera un document reload. Parce qu'on ne va pas se prendre la tête pour les menus ou autres. Donc maintenant, quand ça cogne, voilà ce qui se passe. On ne va pas aller plus loin sur cet aspect-là, parce qu'il faudrait aller après pour gérer les différents écrans du jeu, etc., les différents états, et on ne va pas se prendre la tête davantage. Maintenant, on va les faire exploser quand même pour que ce soit un petit peu plus joli, au moment où ils se touchent. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. J'ai encore une sprite sheet pour les explosions qui sont là. Vous voyez, c'est quelques frames à enchaîner. Et on va faire exactement la même chose, ça veut dire qu'on va précharger la ressource, et puis créer le sprite au moment où les deux vaisseaux se rencontrent, et jouer l'animation une seule fois. Hop, l'explosion, là voilà. Donc, on va sortir ça dans une fonction, parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent exploser à l'écran. Donc au moment où on perd, hop là, j'ai collé quelque chose, on va faire exploser le méchant, exploser le vaisseau. Et j'ai fait une petite fonction que voilà. Où simplement on va ajouter le sprite explosion. C'est une sprite sheet, donc on va lui dire qu'il va falloir enchaîner les frames 0 à 4 en 10 images par seconde. Et puis le false, ça veut dire qu'on ne la lance pas en boucle, on la lance une fois. Et puis on va laisser quand même le temps à l'explosion de se dérouler. Donc en gros, c'est une surcharge de set timeout, mais proposée par Phaser, en lui disant bon, ben, au bout d'une demi-seconde, tu me retires le sprite que tu viens de créer. Ah, donc là, il manque quelque chose. Vous voyez, il manque mes images, j'ai dû oublier le preload. Voilà, il manque le preload ici. Il ne connaissait pas l'image. Là, on ne devrait pas être mal. Alors, sauf que mon set timeout, lui, il a merdé. C'est-à-dire qu'on voit que l'explosion qui démarre, mais trop tard. Donc j'ai dû me planter quelque part. Ah bah c'est mon alerte. En fait, je ne l'ai pas mis là en fait. Voilà. Set timeout, il faut que je le rajoute ici. Il faut que je remette un autre ici. Voilà. J'aurais même pu gratter un petit peu de temps si je voulais pour que ce soit plus clean. C'est bon. Hop. Maintenant, on va gérer l'arme sur le vaisseau. Là, c'est la partie la plus critique qui semble la plus compliquée. C'est maintenant comment je fais partir des balles de mon vaisseau qui se déplacent dans le bon sens vers l'avant avec la bonne vitesse, que je gère les collisions là-dessus. Et là, Phaser est magique parce qu'ils ont prévu directement un objet qui s'appelle Weapon, qui sert à gérer des armes de toutes sortes. Donc que ce soit sur un vaisseau comme ça, que ce soit la boule de feu de Mario qui rebondisse, etc. Tout est pris en charge par le framework. Heureusement, parce que c'était la partie un peu prise de tête. Donc là, pareil, en fait, j'ai une sprite sheet sur laquelle j'ai ma balle, mon missile qui est créé, donc il faut que je commence par aller charger mon image quand même. Et ensuite, juste après avoir créé mon vaisseau, je vais créer une arme sur le vaisseau en quelques lignes. Hop, 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 mon vaisseau, il est par là. Et je vais lui dire, crée-moi une arme qui s'appelle canon, qui va me tirer jusqu'à 3 balles. Des balles qui n'ont plus de vie quand elles sortent des bords de l'écran, parce qu'on peut imaginer un jeu où le jeu se déroule même au-delà des bords de l'écran, mais moi ça ne m'intéresse pas. Et je vais pouvoir paramétrer la vitesse de tir, enfin la vitesse de la balle et la fréquence de tir. Et puis simplement, je vais lui dire que j'ajoute mon arme, que j'attache mon arme au vaisseau. Ici, il y a un petit décalage en fait pour que juste la balle elle parte au bon endroit, enfin parce que par défaut,
Les sprites, j'aurais pu gérer un petit peu différemment, mais par défaut, quand on met un sprite, en fait, ses coordonnées, c'est celles du point supérieur gauche. Donc, quelquefois, il faut se caler un petit peu. Mais après, le centre de gravité, on peut le déplacer, mais je ne suis pas rentré là-dedans pour cet exercice. Il manque juste un petit détail, c'est ce qui se passe quand je tire sur la touche espace. Dans ma boucle update, je vais juste faire un fire sur mon arme. Et normalement, si je ne me suis pas planté, voilà. Donc là, il y a une répétition. Si je maintiens la touche espace appuyée, en fait, il va me tirer 3 balles parce que j'ai déclaré mon arme jusqu'à 3 balles. Donc il n'y aura jamais plus de 3 balles à l'écran. Et puis j'ai une fréquence et une vitesse que j'ai paramétrées au départ. Je peux jouer sur ces paramètres-là si on veut se rendre compte un petit peu. Les paramètres de l'arme, les voilà. Donc on peut augmenter la vitesse de la balle. Par exemple, lui dire qu'elle est un petit peu plus rapide. Voilà, déjà, on peut avoir des effets complètement différents. On peut augmenter la fréquence. Ça va plutôt être comme ça. Donc on peut avoir des impressions vraiment radicalement différentes. Et puis on peut, voilà, au lieu de mettre 3 balles, j'aurais pu en mettre 10. Donc si on veut créer des bonus qui améliorent les performances de l'arme du vaisseau, par exemple, c'est pas très compliqué parce qu'il va falloir jouer sur 2-3 variables. On va remettre ça bien pour avoir un jeu à peu près équilibré. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à gérer les collisions entre mon arme et mes méchants, exactement comme ce que j'ai fait pour gérer la collision entre les méchants et le gentil. J'ai appelé ça boom. Donc dans la fonction update, toujours, là où on a géré finalement les collisions entre les gentils et les méchants, ça y est, je commence à me perdre dans mon code, c'est ça de ne pas très bien structurer. J'ai la même chose, en fait, j'ai ma fameuse fonction overlap qui me permet de gérer les collisions entre une balle de mon arme et les méchants. Et je vais appeler une callback qui est la fonction boom. Et la fonction boom, la voici. Je vais la mettre tout à la fin. On va faire un petit peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va supprimer les 2 sprites, missile et méchant. On va faire exploser le méchant. Vous vous souvenez, c'était l'animation qu'on lançait en lançant la sprite sheet explosion. Et puis, allez, dans un temps aléatoire de 1 à 5 secondes, on va attendre un petit peu pour recréer un nouveau méchant. J'ai mis un petit temps aléatoire, ça paraît un peu plus naturel, ça évite que juste quand on en dégomme un, il y en a un qui pop tout de suite. Ça laisse une impression un petit peu plus clean. Voilà, donc maintenant j'ai mes méchants qui explosent et qui réapparaissent aléatoirement avec des nouvelles propriétés, si on attend un petit peu. L'étape finale, ça va être de gérer un score. Et puis après, on s'arrêtera là. Pour gérer le score, allez, on va déclarer quand même cette variable, il y en a une qui est utile. Pour gérer le score, en fait, au niveau du create, on va juste ajouter un texte à l'écran. Ah oui, un petit détail que je ne vous ai pas dit, mais vous avez sans doute vu, c'est qu'au fur et à mesure que dans la fonction create, j'ajoute des choses à l'écran, en fait, c'est des calques qui se superposent. Donc l'ordre dans la fonction create, c'est important. Du coup, je vais mettre le score tout au-dessus, donc c'est-à-dire en dernier dans la fonction create. Même par-dessus les nuages. J'avais mis déjà les nuages en dernier pour qu'ils sont transparents, pour qu'ils se donnent l'impression qu'ils passent par-dessus même mon vaisseau. Là, je vais mettre le score encore plus par-dessus pour que ce soit plus lisible. Donc simplement, c'est pareil, il y a une fonction pour créer du texte. Alors ici, c'est du texte. Il y a 2 manières de faire. C'est soit on est basé sur des fonts classiques TrueType, soit on se base sur des bitmap fonts avec ce framework-là. Bitmap fonts, qu'est-ce que c'est? C'est simplement on prend une police et puis on génère une sprite sheet avec toutes les lettres. C'est ce qui s'utilisait beaucoup dans les jeux rétro pour avoir ces effets de police avec plusieurs couleurs, des effets de relief, etc. Donc on aurait pu faire ça aussi, mais là c'était plus rapide de faire comme ça, donc j'utilise de l'Arial. C'est bien dégueu mais à l'écran, mais c'est pas grave. Et puis simplement, aux coordonnées 10-10, j'affiche 0. Donc là, j'ai un 0 qui s'affiche. Et puis j'ai juste à avoir à incrémenter ça au moment du boom. Le voilà. Mon boom, il est tout en bas, je crois. Au moment où mes manchettes explosent, je vais mettre à jour le texte en incrémentant mon score, qui est une variable que j'avais gérée à côté, qui est initialisée à 0. Hop, on y revient, et ça y est. Défi à peu près rempli, à peu près en une demi-heure, on a réussi à faire ça. Voilà, je vais m'arrêter là sur la partie coding.
Moi, ce que je voulais, c'était vous présenter un peu ce qu'on pouvait faire maintenant déjà sur le Canva, en fait, sur l'espace de création 2D. Quand on est développeur web, quand on est des développeurs dans un contexte pro, qu'on est, je sais pas moi, en mission, en régie, à la poste, à développer une application métier, on peut avoir l'impression que ces choses-là, c'est un peu intimidant. Et en fait, il y a déjà des choses qui sont toutes faites, qui sont assez faciles. Alors là, bien sûr, on ne parle pas de super jeux vidéo 3D, les grosses productions, c'est encore un autre monde. Mais moi, je suis convaincu, enfin, ce que j'espère, c'est qu'après avoir vu ça, vous pouvez vous dire, tiens, allez, en une petite journée, en 2 soirées, je refais un Tetris. A priori, il n'y a rien de plus compliqué, enfin, il y a rien de plus compliqué que ce que je vous ai montré là. Et on va pouvoir facilement se lancer dans le monde du rétro gaming ou du petit jeu. Donc, je me suis basé sur Phaser. Phaser, c'est une librairie qui est gratuite. Il y a des add-ons qui sont payants. Qu'est-ce qu'il y a en add-on payant? Par exemple, il y a des moteurs de physique alternatifs. Il y a aussi un virtual joystick, par exemple. Si on veut porter ces jeux-là sur le mobile, puisque mon canvas il existe sur le mobile, et puis là, quand on fait de la 2D, ça existe aussi. En fait, on va vouloir pouvoir interagir avec les éléments tactiles. Là, ça va être un petit peu plus touchy. Ils proposent, par exemple, en module payant, un joystick qui va venir se poser à l'écran, et on va pouvoir porter ça facilement. Voilà, ils ont des petites choses payantes comme ça, et puis aussi, ils ont une doc de base qui est basée surtout sur un jeu d'exemple. Et la doc de l'API, elle n'est pas super. Et après, ils ont des guides de développement qui font payer. Voilà. Mais par contre, la librairie, elle est open source. Pour aller prendre les designs de ce jeu-là, je suis allé sur un site qui s'appelle OpenGameArt, où il y a des designers, des créateurs de jeux, de vieux jeux, etc., qui ont mis dans le domaine public leur création. Donc on trouve de la musique, on trouve des sons. Pour lancer une musique ou un son, c'est exactement la même chose. Hein. Ça va se gérer un peu comme un sprite. C'est-à-dire que je vais le charger dans le preload et puis je vais faire play au moment où j'ai envie de le jouer. Bon, c'était un petit peu saoulant. J'ai essayé de faire une version avec de la musique, mais je me suis dit en présentation, ça va être chiant. Mais vous allez trouver tout ça là-dessus. Quand même, les crédits, là, ceux que j'ai utilisés, c'est un certain Luis Zuno qui a publié ça en Creative Commons 0. Donc, je ne suis pas obligé de le citer, mais je pense que c'est quand même bien de le faire. Et vous pourrez trouver les sources que je vous ai montrées sur un GitHub. Donc vous pouvez retrouver tout ça. Voilà. J'en ai fini. Est-ce que vous avez des questions ou envie simplement de discuter, de partager là-dessus, ouais. Ouais. Ouais, alors la question, c'est au moment du chargement des spreadsheets. En fait, c'est pas forcément une spreadsheet où tout est en ligne, mais on peut avoir plusieurs lignes avec différents sprites. En fait, tu lui déclares la taille d'une case, tu lui dis combien il y a de cases, et il va essayer de prendre en ligne, et quand il arrive au bout, il va la suite comme ça. Ouais, il fait ça tout seul. Quelquefois, c'est un peu compliqué quand la spreadsheet elle est un peu touffue de s'y retrouver en quel est l'indice exactement de la frame que tu cherches. C'est là que tu tâtonnes un peu. Puis quelquefois, on trouve aussi des spreadsheets sur le web qui ne sont pas avec des éléments de taille fixe. Alors pour le coup, il faut les redécouper parce que quand on récupère des designs comme ça. Quelqu'un d'autre? C'était clair? Ça vous donne envie ou pas d'essayer? Ouais. Ouais. Là, le décor à l'arrière, le jeu, il défilait infiniment en fait. Ouais. Et bon, il y a des jeux, genre des Mario, où ça défile pas infiniment. On a quand même une timeline Oui. et des événements qui se déroulent au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Ouais. Du coup, ça gère facilement, c'est ce genre Ouais. d'événements. Alors bon, soit on le gère programmatiquement. J'ai vu aussi quelque chose qui était assez intéressant. Vous pourrez trouver facilement sur YouTube quelqu'un qui s'est amusé à refaire le premier Zelda avec Phaser. Et l'option qu'il a retenue lui, c'est qu'il a une grande image qui correspond à tout le niveau. À côté, finalement, il fait scroller que cette très grande image-là. Et à côté, il gère un tableau pour savoir sur quelle position il est. En fait, il a voilà, sa logique, j'allais dire sa logique métier. Son moteur de jeu, en fait, qui est géré autrement. Donc ça, c'est une des possibilités. Avec Mario, ce serait tout à fait adaptable, hein, parce que en tout cas sur les premières versions de Mario, le contenu du niveau ne changeait pas. On pourrait se baser sur une seule image et puis simplement avoir à côté des variables qui nous disent où on en est. Phaser propose notamment de travailler et de raisonner avec des objets de type case. Alors, il y a toute une partie aussi tile sheet. Donc on va pouvoir, soit pour du roguelike, soit pour un platformer comme ça où on a des cases, il propose aussi des objets pour gérer ça comme ça, sous forme de tiles. Pour Mario, ce serait, je pense, pas mal adapté.
Donc oui, pour compléter, il y a vraiment l'utilisation des map tiles. Donc ça, c'est un stagiaire chez nous qui avait étudié un peu ça, où justement on peut construire avec une liste de sprites. Donc du coup, soit des éléments sur lesquels il y a des collisions, ou justement qui sont que d'ordre graphique, et du coup, ça construit tout un niveau. Donc une map tile. Et les map tiles, en plus, il y a des formats plus ou moins standards JSON qui existent, et donc on trouve des éditeurs aussi pour les éditer. C'est-à-dire qu'il y a des éditeurs plus ou moins aboutis, hein, j'en ai testé un ou deux, mais qui vont permettre de dessiner tout le niveau comme ça et le modifier. Ouais. Ouais. C'est juste pour ajouter, pour ceux que ça intéresse, je fais un peu aussi de phaser. En fait, il y a plusieurs inputs qui prend en compte, donc pas juste le clavier, tout ça. On peut aussi brancher sa manette de Xbox, un joystick et ce genre de choses. Donc c'est assez sympa, j'en ai fait, c'est marrant. Et aussi, il a plein de tutos sur ceux qui ont envie de s'éclater avec les shaders, si vous voulez faire des effets un peu de brume, etc. etc. Donc il y a pas mal de choses qui sont imbriquées dedans, donc vous pouvez vous éclater. Ouais, faut vraiment aller dans les exemples. Il y a une section exemples sur le site. C'est vraiment le meilleur point de départ, parce qu'on voit vraiment toutes les possibilités. Juste un petit mot, il y a quand même un truc que moi j'ai mis du temps à trouver et à comprendre, c'est la notion de state. Alors je sais pas ceux qui ont essayé justement de faire du phaser. Si on a plusieurs écrans, typiquement mon écran d'introduction, mon niveau, mon écran avec mes high scores, etc. Je trouvais ça pas très naturel en fait avec phaser de faire ça, donc j'avais tendance dans les premiers tests que j'ai fait à faire ça en HTML classique, et puis justement juste réserver phaser pour la partie plateau de jeu. Et il y a une notion dans phaser que les états, donc c'est les states, qui permettent de faire ça. Donc on va pouvoir décomposer les séquences de l'application dans plusieurs états, plutôt que d'avoir un seul écran create, update. Voilà. On va découper, dans chaque state, on retrouvera cette possibilité d'avoir le create, le update. Et on va pouvoir par exemple dédier un state au chargement des ressources avec une barre de progression par exemple. Voilà, je perds mon micro. Ouais, on va pouvoir par exemple réserver un état avec une barre de progression pour charger toutes les ressources, les sons, les images. Ça peut être un petit peu long s'ils sont déportés sur le web par exemple. Et après on va pouvoir comme ça passer d'un écran, d'un niveau à l'autre de manière assez simple. C'est une bonne première approche. Après, ils sont assez limités. Ils n'ont pas géré de base les transitions entre les états, etc. Si on va voir quelque chose d'un petit peu sympa, des animations, il y a des plugins communautaires qui existent pour faire ce genre de choses. C'est une piste, mais j'ai mis un petit peu de temps avant de trouver ça. Dans les exemples, c'était pas très clair. Merci à tous.